Bien, après la médecine, le droit et l'histoire médiévale, une autre discipline, l'ethnologie. Donc on va voir si elle se rapproche plutôt du modèle médical ou médiéviste, s'il est une discipline plutôt ouverte ou non aux femmes ethnologues. Et pour cela, non pas 3 interventions successives, mais un symposium qu'ont voulu les 3 intervenantes. Et je laisserai la première d'entre elles, Marianne Lemaire, expliquer les raisons de ce choix. Donc interviendront successivement d'abord Marianne Lemaire, qui est à l'IMAF, et non pas au CEMAF. CEMAF, c'est l'ancien nom. L'IMAF, l'Institut des mondes africains, et qui est chercheuse au CNRS. Puis ensuite Charlotte Morel, qui étudie l'ethnologie à l'université de Toulouse Le Mirail. Et pour terminer, Agnès Fine, qui est directeur d'études à l'École des hautes études à Toulouse. Toutes 3 directrices. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah. Et voilà. Alors je passe mon temps à mettre des petits points et des E chaque fois, à être toujours très attentif, à féminiser tous les noms, à me disputer avec des collègues femmes qui ne veulent pas de maîtresse de conférence, et je suis pris en flagrant délit, excusez-moi. Donc directrice. Voilà. Donc Marianne Lemaire, je vous donne la parole pour 15 minutes, puisqu'elles sont 3, elles n'ont pas droit à 20, mais à 15 minutes chacune. Oui, bonjour. Alors, contrairement à la plupart des disciplines dont il a été question jusqu'à présent, l'anthropologie française a accueilli les femmes avec beaucoup de bienveillance dès son institutionnalisation dans la période de l'entre-deux-guerres. C'est ainsi que de nombreuses femmes, parmi lesquelles Denise Paulme, Déborah Lifshitz, Germaine Dieterlin, Solange de Ganay, Thérèse Rivière ou Germaine Tillon, ont suivi les cours de l'Institut d'ethnologie, effectué une ou plusieurs missions sur le terrain, produit des textes scientifiques et réalisé une carrière universitaire. Elles sont par la suite restées très présentes dans la discipline lorsque celle-ci a approfondi et multiplié ses assises institutionnelles dans la seconde moitié du XXe siècle. De Geneviève Calangriot, la Françoise Héritier, en passant par Yvonne Verdier, Nicole-Claude Mathieu, Marguerite Dupire, et tant d'autres, elles ont occupé une place déterminante dans la recherche en anthropologie et son enseignement à l'université. Charlotte Morel et moi-même nous proposons d'explorer le parcours de 3 pionnières dans la discipline, Déborah Lifshitz, Denise Paulme et Jeanne Cuisinier. Agnès Fine présentera celui d'une ethnologue africaniste dont le parcours professionnel a commencé après-guerre, dans les années 1960, Claudine Vidal. À travers nos 3 contributions, nous tenterons de mettre au jour les raisons pour lesquelles l'anthropologie a réservé aux femmes un aussi bon accueil, ainsi que les choix qui ont été les leurs, choix de l'objet de recherche, choix du terrain, choix de vie personnelle, choix politique ou choix d'écriture, choix qui ont favorisé ou au contraire empêché leur reconnaissance comme de véritables ethnologues, leur accès à une position institutionnelle et leur évolution professionnelle. Mais commençons par évoquer le contexte particulier dans lequel les femmes ont investi l'ethnologie. L'accueil favorable qui leur est réservé dans l'entre-deux-guerres s'explique en premier lieu par la jeunesse de la discipline, qui s'institutionnalise peu à peu autour d'un lieu de formation, l'Institut d'ethnologie fondé en 1925, mais aussi autour d'un musée, le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui deviendra par la suite le musée de l'homme. Un musée, autrement dit un lieu où les femmes peuvent légitimement prétendre exercer les compétences pratiques et empiriques que, comme l'a montré Hélène Charon, on leur reconnaît alors plus aisément qu'on ne leur reconnaît de compétences théoriques. Au début des années 1930, ce musée est d'ailleurs en cours de rénovation et les femmes y sont très bien représentées dans l'équipe d'une 50aine de bénévoles que Georges-Henri Rivière est parvenu à mobiliser. Parmi elles figurent Déborah Lifshitz et Denise Paulme, laquelle, des années plus tard, se revoyait encore, je la cite, en blouse et maniant le balai et le marteau, dans les courants d'air des couloirs du musée, le fracas et la poussière des caisses qu'on clouait et déclouait. Les 2 ethnologues ne se sont certes pas contentés de balayer les couloirs et les réserves du musée d'ethnographie, mais ensemble, et avec de nombreuses collègues, elles ont 2 ans durant enregistré les objets nouvellement arrivés, rédigé le catalogue du département d'Afrique noire et préparé les différentes expositions. Ce sont encore les compétences empiriques qu'on accepte de leur reconnaître qui justifient que leurs professeurs leur proposent de réaliser une mission sur le terrain. Car les femmes n'ont pas non plus été écartées de l'expérience de terrain que l'ethnologie situait désormais au cœur du parcours de l'ethnologue professionnel.
Elles ont au contraire été fortement encouragées à partir, ce qu'elles ont fait, le plus souvent en compagnie d'une collègue du même sexe. Jeanne Cuisinier, dont Charlotte Morel nous parlera tout à l'heure, effectue un premier terrain en Asie du Sud-Est en 1932 aux côtés de Vera Sokolov et un second en 1937 en compagnie de Lucienne Delmas. Thérèse Rivière et Germaine Tillon quittent Paris pour l'Aurès algérien au mois de décembre 1934. Denise Paulme et Deborah Lifshitz leur emboîtent le pas quelques semaines plus tard en direction du Soudan français et du village d'Ogon de Songa où elles vont séjourner un an. Pourtant, si ces femmes ont été encouragées à partir sur le terrain, elles y ont été incitées dans une perspective un petit peu différente de celle offerte à leurs collègues masculins. Elles ont en effet vu peser sur elles des attentes extrêmement précises concernant l'objet d'étude qu'elles devaient privilégier. Qu'il s'agisse de Marcel Mauss, de Marcel Griaule ou de Paul Rivet, tous les ethnologues qui favorisaient leur départ sur le terrain espéraient qu'elles y recueilleraient des données sur les femmes des populations qu'elles allaient visiter. Un programme et une réduction du champ d'études qui laissent entrevoir le projet qu'ils caressaient pour elles, accomplir le travail de simples enquêtrices, dont les enquêtes seraient amenées à compléter les données de leurs collègues masculins plutôt qu'à leur permettre de réaliser une recherche de plus grande envergure. De leur côté, ces femmes semblent elles-mêmes avoir, dans un premier temps du moins, apprécié cette dimension empirique de la discipline et mis à distance, ou entre parenthèses, toute ambition théorique. Dans une lettre écrite alors qu'elle se trouve sur le terrain à celui qui va devenir son mari, André Scheffner, Denise Paulme s'inquiète. Un vent théorie semble souffler à Paris. Je n'aime pas beaucoup cela. Tu sais que j'ai toujours pensé que notre travail ne devait être pour l'instant qu'une description scrupuleuse, laissant la conclusion jaillir d'elle-même. Il faut dire que bien avant de songer à une perspective théorique, elles devaient faire leurs preuves en tant que femmes de terrain. Ainsi, les lettres de Denise Paulme et de Deborah Lifshitz, des lettres adressées à son futur mari pour Denise Paulme, à leurs amis pour toutes les deux, Michel Léris, de Georges-Henri Rivière, ou encore à leurs professeurs, Marcel Mauss ou Lucien Lévy-Bruhl. Dans leurs lettres, elles expriment régulièrement la crainte de ne pas être à la hauteur de la mission qui leur a été confiée. J'ai reçu, écrit Denise Paulme à André Scheffner, une lettre où tu me dis que tout le monde attend beaucoup de moi. Ce n'est pas une phrase très adroite, adressée à une fille qui fait ses premières armes seule et se bat de tout son cœur, mais un peu en aveugle. Il est impossible de fixer sur place la valeur des documents recueillis. Peu à peu, cependant, les deux ethnographes gagnent en assurance et témoignent une certaine satisfaction à l'égard du travail accompli. De fait, la seconde moitié de la mission est placée sous le signe de la sérénité. Leurs lettres sont ponctuées de propos plus confiants, tels que « Nous ne rentrerons pas les mains vides », nous avons une belle matière entre les mains, ou encore, nous avons vraiment tiré le maximum de ce séjour ici. Mais ces lettres de terrain de Deborah Lifshitz et de Denise Paulme ne sont pas seulement celles à travers lesquelles on voit de futurs ethnologues prendre peu à peu confiance en elles. Elles sont aussi, en elles-mêmes, ce qui leur a permis, à leur retour, d'écrire des textes scientifiques et de faire profession d'ethnologue. Non qu'il faille rouvrir un débat ancien concernant le caractère censément féminin du genre épistolaire, mais que de la même manière que la lettre a pu constituer pour de nombreuses écrivaines depuis le XVIe siècle une première étape vers la conquête de l'écriture littéraire et vers la reconnaissance du statut d'auteur à part entière, la lettre de terrain a pu, pour de nombreux ethnographes, constituer une étape importante vers la maîtrise de l'écriture scientifique et l'accès à une position institutionnelle. Pour Deborah Lifshitz et Denise Paulme, il s'agit bien de s'exercer, à travers leurs missives, à se présenter devant le regard de leurs correspondants comme les ethnologues que seules les preuves de l'écriture scientifique, une fois les preuves de terrain passées, pourraient encore leur interdire de devenir. Car après avoir pleinement mis à profit la dimension empirique que comprenait l'ethnologie et qui favorisait leur accueil dans cette discipline, les femmes ethnographes doivent encore, pour devenir pleinement ethnologues, faire la preuve de leur aptitude à organiser et analyser les données recueillies dans des textes savants. Nous allons voir qu'elles ont alors fait des choix d'écriture particuliers, déterminés par leur identité sexuée, tant en ce qui concerne les sujets développés dans leurs textes qu'en ce qui concerne le style et la forme qu'elles leur ont donné. Parmi ces choix d'écriture figure celui de leurs objets d'étude. Comme je l'ai indiqué plus tôt, les femmes ont été incitées à travailler sur la vie féminine. Pourtant, en dépit de cette forte injonction, elles ne l'ont pas fait. Avant-guerre, les travaux de Denise Paulme et de Germaine Tillon ont porté sur l'organisation sociale, ceux de Deborah Lifshitz sur la littérature orale et ceux de Solange de Ganay et Germaine Dieterlin sur la vie religieuse.
Denise Palm et Deborah Lifshitz ont expliqué leur silence sur la vie féminine en le présentant comme la conséquence de leur échec sur le terrain à instaurer un véritable lien avec les femmes Dogon. Elles ont évoqué l'obstacle que représentait le recours à un interprète pour échanger avec elles sur des questions aussi sensibles que les règles. Elles ont également mis en avant le fait que, habillées comme des hommes, pénétrant en même temps qu'eux dans des lieux traditionnellement interdits aux femmes, recourant à l'autorité que leur donnait leur statut d'occidentale en contexte colonial, elles n'étaient plus tout à fait considérées comme des femmes et ne pouvaient pas prétendre à une plus grande complicité avec celles qu'elles étaient supposées étudier. Bien des années plus tard, Denise Palm le déplorait encore, je la cite, « Mon regret le plus grand aujourd'hui est de n'avoir pas travaillé avec les femmes, mais aucune ne parlait français et lorsque j'essayais de les aborder, elles détournaient la tête et se réfugiaient dans un rire embarrassé. J'avais aussi suffisamment à faire à réunir les matériaux nécessaires à la tâche que je m'étais fixée. Reste que nous ne savons rien de la vision que les femmes Dogon ont de leur propre société. L'image que je rapportais, et que les travaux ultérieurs de mes collègues n'ont pas modifiée, est celle d'un univers masculin. » Mais dans cette citation, il faut, je crois, prêter attention à la petite phrase enserrée et comme dissimulée entre deux phrases plus longues. J'avais aussi suffisamment à faire à réunir les matériaux nécessaires à la tâche que je m'étais fixée. En réalité, il semble que Denise Palm ait préféré, plus ou moins consciemment, se dégager des attentes trop restrictives que la discipline faisait peser sur elle, afin de gagner en légitimité, en ne travaillant pas que sur les femmes, mais en démontrant que ses compétences couvraient de nombreux autres domaines. À son retour du pays Dogon, Denise Palm soutient une thèse qu'elle publie la même année sous le titre « Organisation sociale des Dogons », dans lequel elle dresse un tableau très complet de la vie économique et sociale de la population qu'elle avait côtoyée pendant 10 mois. Un tableau non seulement complet, mais aussi architecturé et rigoureux, ce qui nous amène au second choix d'écriture opéré par la plupart des femmes anthropologues pour asseoir leur légitimité et être considérées comme de véritables scientifiques. À sa mère, qui lui demande si elle projette de coucher par écrit le récit de ses expériences de terrain, Deborah Lifshitz répond « Maman, je ne rédigerai pas de livre de souvenirs. Je pense que lorsque les gens veulent travailler sérieusement sur quelque chose, leur personnalité doit passer au second plan. Mes notes sur la vie indigène appartiennent à tout le monde, mais mes impressions personnelles ne concernent personne à part moi et mes proches. » L'entourage immédiat de Deborah Lifshitz et de Denise Palm offre pourtant plusieurs exemples d'ethnologues qui ont fait le choix d'écrire ce que Vincent Debanne a appelé un deuxième livre, autrement dit, un ouvrage plus personnel et littéraire que la monographie déjà publiée ou à paraître sur la population au sein de laquelle l'auteur avait effectué son travail de terrain. En 1935, Marcel Griaule a déjà publié Les flambeurs d'hommes, récit romancé de son premier voyage éthiopien pour lequel il obtient le prestigieux prix Gringoire. En 1943, il publiera encore Les Sao légendaires, chronique des missions Sahara-Cameroun et Niger-Lakiro, et en 1948, Dieudo, tableau littéraire de la cosmogonie Dogon. Plus proche encore, affectivement, de Denise Palm et de Deborah Lifshitz, Michel Léris publie en 1934 L'Afrique fantôme, le journal de terrain qu'il avait tenu lors de la mission Dakar-Djibouti et pour lequel il est certainement plus connu aujourd'hui qu'il ne l'est pour ses travaux proprement scientifiques. Ainsi, au moment même où les ethnologues affirmaient la nécessité de prendre leur distance avec la littérature et les récits de voyage, ils produisaient des ouvrages ou des textes où la subjectivité de l'auteur prenait le pas sur l'analyse rigoureuse des faits recueillis. Mais ce qui est vrai pour les ethnologues de sexe masculin ne l'est pas pour les femmes. Deborah Lifshitz et Denise Palm n'ont ni cédé à la tentation littéraire, ni écrit de textes plus personnels que ne pouvaient l'être des articles scientifiques ou des monographies. De même, Germaine Tillot, Thérèse Rivière ou Germaine Dieterlin n'ont pas écrit de textes où elles abandonnaient la posture de la chercheur pour celle plus subjective de l'auteur revenant dans un style poétique ou divertissant sur une expérience avant tout personnelle. Tout se passe en effet comme si les femmes anthropologues avaient renoncé à deux des motifs essentiels des ouvrages littéraires qu'écrivaient leurs collègues masculins, l'exploration et l'aventure. Quand leurs collègues se présentaient volontiers comme les héritiers des plus grands explorateurs et se mettaient en scène comme des aventuriers prêts à mettre leur vie en péril, les femmes anthropologues, elles, s'abstenaient d'écrire des textes littéraires où elles seraient apparues comme des aventurières et répétaient obstinément aux journalistes qu'en aucun cas elles ne devaient être considérées comme des exploratrices.
Non pas que l'exploration et l'aventure aient été des motifs exclusivement masculins. Isabelle Eberhardt, Ella Maillard, Tita Hina, Odette Dupuy-Godot et Marion Sénonès ont été, à la même époque, des aventurières d'autant plus valorisées qu'elles étaient des femmes. Mais à se présenter comme telles, les femmes anthropologues risquaient de mettre en avant leur statut de femme au détriment de celui de scientifique, et d'être dans le domaine de la science où elles aspiraient à être reconnues, taxées de dilettantisme. Au contraire, ne rédiger que des textes strictement scientifiques leur a permis de s'effacer en tant que femmes pour ne laisser visibles que des scientifiques crédibles à ce prix. La Seconde Guerre mondiale emporte avec elle la collègue et amie de Denise Palm. Deborah Lifshitz, qui avait posé les jalons d'une grande carrière d'ethnologue et de linguiste, meurt au camp d'Auschwitz à la fin de l'année 1942. Après la guerre, Denise Palm étudiera d'autres populations, les Kissi et les Bagas, en Guinée, les Bété et quelques populations lagunaires, en Côte d'Ivoire. Responsable du département d'Afrique noire au Musée de l'Homme de 1945 à 1961, elle est également nommée directrice d'études à la 6e section de l'École pratique des hautes études en 1957. Ayant ainsi récolté les fruits des choix judicieux qu'elle avait réalisés avant-guerre, elle peut s'autoriser en 1960 ce qu'elle ne s'était pas autorisé plus tôt et diriger un ouvrage intitulé « Femmes d'Afrique noire » dont Agnès Fine nous reparlera tout à l'heure. Mais avant cela, Charlotte Morel va nous présenter le parcours et les choix, moins heureux ou plus risqués sur le plan professionnel, de Jeanne Cuisinier. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette communication, nous allons resserrer la focale sur l'itinéraire d'une femme en particulier, Jeanne Cuisinier, qui compte elle aussi parmi les pionnières de l'ethnologie française, bien que son nom n'ait pas été retenu. En se penchant sur son parcours scientifique et personnel, nous aurons l'occasion de faire émerger des facteurs possibles de la marginalisation institutionnelle dont elle semble avoir pâti. Donc, je rappelle tout d'abord brièvement son parcours et son apport. Née en 1890 à Paris d'un père français et d'une mère belge, il est fort probable qu'elle passa les premières décennies de sa vie à Bruxelles, où elle fut surtout occupée par des études de lettres et d'art. En effet, sa carrière ethnologique débute tardivement. C'est à la suite de nombreux voyages à Madagascar, en Indochine, au Siam et à Java qu'elle s'inscrit à l'Institut d'ethnologie et à l'École nationale des langues orientales vivantes, comme si elle avait ressenti au retour l'insuffisance d'une formation non spécialisée pour comprendre ces sociétés d'outre-mer. Aux langues orientales, elle suit des cours de malais auprès d'Antoine Cabaton et obtient son diplôme en 1929. À l'Institut d'ethnologie, elle se forme aux techniques de l'ethnographie auprès du maître, tel que ses étudiants le nomment, Marcel Mauss. Elle est âgée de 42 ans lorsqu'elle effectue sa première mission entre le mois de janvier 1932 et le mois de novembre 1933, chargée par le ministère de l'Éducation nationale d'une mission ethnographique et linguistique dans l'état malais de Kelantan et au sud de la Thaïlande. Sur le terrain, elle est accompagnée durant quelques mois seulement par une jeune collègue des Langso, Vera Sokolov. On peut dire de cette première expérience qu'elle est un succès, au vu des nombreux matériaux collectés sur le terrain qui serviront de base à plusieurs publications, dont les ouvrages « Danse magique de Kelantan », parus en 1936, dans Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie, ainsi que Le théâtre d'ombre à Kelantan, publié chez Gallimard en 1957. Elle se voit de nouveau chargée de mission en 1937 et part cette fois en Indochine avec Lucienne Delmas. Les résultats de cette enquête menée sur le terrain de mai 1937 à octobre 1938 serviront de matériaux à l'écriture de sa thèse de doctorat ES Lettres, Les Muong, géographie humaine et sociologie. En outre, elle rapporte de ces deux missions des centaines d'objets, longtemps conservés au Musée de l'Homme et dont une partie a rejoint la collection permanente du musée du Quai Branly. Elle obtient sa thèse en 1943 et après la guerre entreprend encore de nombreuses missions qui donneront lieu à de nouvelles publications. Décédée en 1964 à l'âge de 74 ans, elle laisse derrière elle plusieurs ouvrages d'ethnologie concernant l'ère sud-asiatique, un grand nombre d'articles parus dans diverses revues et quelques archives personnelles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer en partie pour tenter de reconstituer son parcours dans la discipline. Face à ce bilan scientifique très honorable, nous sommes donc en droit de nous demander à quoi tient sa marginalité relative. Le premier facteur susceptible d'expliquer son manque de reconnaissance institutionnelle concerne peut-être son rapport à l'écriture ethnologique et à la littérature.
Il est certain que Jeanne Cuisinier éprouvait un certain amour pour la littérature et sûrement pour les arts de façon plus globale. En 1925 parut son premier ouvrage consacré au poète français Jules Laforgue. La publication de cet ouvrage est motivée par le sentiment qu'elle éprouve d'avoir, je cite, « réussi à dégager le parfum spirituel d'une œuvre et que cela peut-être compte un peu ». À l'opposé de Denis Paulme, qui ne s'est autorisé à écrire sur ses auteurs favoris qu'à partir de 1989, soit quelques années après sa retraite, Jeanne Cuisinier a tenu à exprimer son admiration vive et réfléchie d'aujourd'hui, et plus encore l'enthousiasme fiévreux qu'éveillèrent en elle les premières lectures des poèmes de Jules Laforgue quelques années avant d'entamer sa carrière ethnologique. Ce goût pour les lettres, et plus particulièrement pour la poésie, ne l'ont sûrement jamais quitté et ont pu parfois être vécus comme un frein à son travail d'ethnologue. Comme si le choix des mots distanciés ou la rigueur scientifique convenue dans la rédaction de fiches ou d'articles représentait une contrainte pour elle. Ce que l'on peut effectivement voir ou sentir au détour d'une lettre écrite à Marcel Mauss, dont je vais vous lire un extrait. « J'ai bien pensé à vous, mon cher maître, pendant toute la cérémonie, depuis l'aspersion d'eau lustrale jusqu'à l'extinction de la dernière bougie de cire. Vous savez que c'était vraiment très joli et même assez émouvant. Le regard de mon vieux Poyou était si plein d'une foi sincère, obtuse, magnifique. Mais l'émotion ne m'a pas empêché après de faire une belle fiche très complète et sèche à souhait. » Il est fort probable qu'elle ait poursuivi son activité littéraire en parallèle de sa carrière d'ethnologue, mais de façon très discrète, puisqu'aucun de ses ouvrages publiés en Belgique n'ont pu être retrouvés, comme nous le laisse entendre Louis Berthe, l'un de ses collègues qui a dressé sa bibliographie. Or, cette activité littéraire semble avoir été soigneusement évitée par les autres femmes ethnologues de son époque. Marianne Lemaire a montré comment les femmes avaient opéré des choix d'écriture bien différents de leurs collègues masculins. En effet, il semblait exister au début de l'institutionnalisation de l'ethnologie en France une sorte de tension entre l'aspiration littéraire et la vocation scientifique, comme si l'une excluait l'autre. Pourtant, les hommes ont souvent décidé et réussi à poursuivre ces deux voies, à l'image de Marcel Griol, qui se présentait volontiers comme un savant et un littérateur, ou encore à Michel Léris, qui reste aujourd'hui mieux connu pour ses œuvres littéraires que pour ses travaux ethnologiques. Les femmes, de leur côté, paraissent avoir davantage suivi l'injonction de renoncer à toute écriture littéraire, comme si leur crédibilité scientifique était plus fragile que celui de leurs homologues masculins. Dans ces deux voies, en tout cas, Jeanne Cuisinier semble avoir été très inspirée, mais ni dans l'une ni dans l'autre, elle n'aura été véritablement reconnue. Un autre facteur peut potentiellement expliquer cette marginalisation, c'est son goût trop affirmé pour l'indépendance. La mission chez les Mouong nous donne un exemple de cet état d'esprit. Elle repart en mai 1937 avec Lucienne Delmas, une camarade du musée de presque 20 ans sa cadette, pour étudier les Mouong dans ce qui est à l'époque dénommé Tonkin et Nord Annam, donc ce qui correspond à l'actuel Vietnam. Il est très intéressant de relever à la lecture de certaines lettres envoyées aux camarades du musée la relation particulière qui semble s'être installée entre les deux femmes, ainsi que la répartition des tâches sur le terrain. Tandis que Lucienne Delmas, grâce à sa gentillesse et sa simplicité, nouait des liens avec les femmes du Tolang, c'est le seigneur d'un village Hmong, Jeanne Cuisinier, elle, ralliait les hommes. Comme si cette dernière assumait en quelque sorte le rôle de l'ethnologue chevronné, le chef, voire l'homme de la mission, laissant à sa compagne le travail souvent attribué aux jeunes femmes envoyées sur le terrain, c'est-à-dire la récolte d'informations auprès des femmes. Ces quelques indices laissent transparaître l'image d'une femme assurée, au caractère bien trempé et parfois presque viril. Les auteurs qui ont écrit sur elle, Daniel Perret et Jacques Faublet en particulier, s'accordent à dire qu'elle n'aurait pas vraiment souhaité cette mission, cette destination tout au moins. Faublet explique d'ailleurs que vers 1943, une sorte de tradition imposait presque pour un doctorat ès lettres sur un sujet d'ethnographie, une monographie. Et selon lui, Jeanne Cuisinier, privée de la liberté du choix du sujet, se sentait bridée par un cadre trop rigide. Or, contrainte sur le choix de son terrain, elle semble avoir été aussi sur la durée de sa mission. Une lettre adressée en fin 1938 à Paul Rivet témoigne de son amertume parce que l'on ne veut pas prolonger la durée de sa mission qu'elle n'estime pas terminée.
À travers ses correspondances avec les camarades du musée, et notamment face à la figure d'autorité qu'incarnait quand même Paul Rivet, on sent que Jeanne Cuisinier a parfois eu du mal à composer avec les contraintes et les hiérarchies. En outre, tout porte à croire qu'elle appartenait à un milieu social relativement élevé et qu'elle jouissait d'une certaine fortune personnelle. On sait avec certitude qu'elle complétait souvent les crédits accordés à ses missions avec son propre argent qu'elle utilisait notamment pour acheter de nombreux objets destinés aux collections du Musée de l'Homme. Cette aisance financière a sûrement permis à l'ethnologue de se dégager en partie des contraintes budgétaires et des institutions, mais loin d'avoir joué en sa faveur, le milieu social auquel elle appartenait a peut-être contribué à la classer parmi les dilettantes, un peu comme l'avait été Solange de Ganay, sa contemporaine. Il est probable que ses collègues aient fini par la considérer comme un peu à part, marginale, fantaisiste, d'autant qu'elle ne tardera pas à affirmer ses engagements politiques et son intérêt personnel et professionnel pour les questions de genre, et en particulier pour les combats d'émancipation des femmes indonésiennes. Une lettre datée du 17 mars 1939 nous révèle déjà son implication politique pendant la guerre antifranquiste. Nous n'avons pas d'informations concernant son implication dans le réseau de résistance du Musée de l'Homme, mais il est certain qu'elle n'a pas quitté le territoire français durant cette période d'occupation, puisqu'elle dispensa quelques conférences libres à l'École pratique des hautes études et enseigna l'ethnographie de l'Indochine à l'École de la France d'outre-mer. C'est les seuls moments où elle enseignera en France, sur le territoire français. Elle repart pour l'Indochine fin 1945 avec le grade de capitaine LAEO et un titre de mission du CNRS. Son engagement politique est peut-être davantage mal accepté par son milieu lorsqu'il concerne la dénonciation de la guerre coloniale française en Indochine. Ainsi, selon Daniel Perret, par ses prises de position, elle s'attire la confiance des autochtones et une hostilité parfois violente de la part de ses compatriotes de la métropole. Rentrée en France après cette mission, elle s'emploiera en effet à diffuser les éléments qu'elle a pu recueillir sur les événements du Vietnam. Elle publie notamment des articles dans Les Temps modernes et dans la Revue socialiste. J'ai également retrouvé parmi ces archives 2 coupures de presse concernant une conférence donnée le 12 juillet 1947 au foyer du Centre social de Châteauroux à propos du Vietnam et des Vietnamiens, qui semble assez significative, puisque la première coupure s'adresse aux adhérents des partis politiques, socialistes, radicales-socialistes, communistes, les membres de la CGT, de la CFTC, etc., et enfin tous ceux qui s'intéressent au problème de la paix. La seconde est intitulée « Amis de la paix », Amis IES, et invite toutes les femmes que préoccupe au premier chef le problème de la paix dont dépend le sort de la patrie et de nos enfants à venir écouter Jeanne Cuisinier qui dira ce qu'elle pense de la guerre fratricide que le gouvernement français poursuit contre les Vietnamiens. En septembre 1952, elle part enseigner à l'université Gadjah Mada de Yogyakarta, une université nationale née de la lutte indonésienne pour l'indépendance. Cora Vrede Destuers, une collègue néerlandaise qui lui a consacré également une petite nécrologie, écrit que cette invitation souligne de façon éloquente la réputation politique autant que scientifique que Jeanne Cuisinier s'était acquise parmi les peuples nouvellement affranchis de l'Asie du Sud-Est. Il est plus que probable qu'elle se soit attirée non seulement l'hostilité de certains collègues qui défendaient le bien fondé de la colonisation, mais aussi une méfiance de la part des ethnologues qui refusaient de manière générale de mélanger la politique et la science. En septembre 1954, elle part pour Sumatra, chargée par l'Institut de recherche linguistique et culturelle de l'Université d'Indonésie et le CNRS d'une enquête sur la condition des femmes et les changements apportés par l'indépendance dans les provinces de Minangkabau et de Tapanuli. Elle collecte des informations sur l'artisanat, sur l'enseignement professionnel, l'enseignement général, ainsi que sur l'emploi des femmes dans l'industrie et les tentatives du service social pour le reclassement des prostituées depuis la suppression des maisons closes en 1950. À Padang, elle rencontre des responsables d'organisations féminines de tendances politiques et religieuses différentes et prend rapidement conscience que l'indépendance a apporté aux femmes une conscience encore plus forte de la vie politique et des droits économiques qu'elles avaient en fait déjà. Elle note que les analphabètes sont très peu nombreux dans cette région et que l'éducation est moins une priorité que le combat pour l'adoption d'une réglementation civile pour la polygamie et le divorce. Elle poursuit toutefois ses observations de la vie culturelle et artistique et prend part à quelques manifestations, notamment des spectacles de danse ou de penchak silat.
De cette expérience soumatranaise, elle tire plusieurs articles consacrés notamment au rapport entre la femme et l'islam, les madrasas féminines de Minangkabau, publiées dans la Revue des études islamiques, ou encore Islam et matriarcat à Minangkabau, publié dans les cahiers de l'Institut de sciences économiques appliquées. Elle repart pour l'Asie du Sud-Est en 1960 à l'âge de 70 ans, au moment même où paraît la traduction des lettres de Raden Ajeng Kartini, une féministe indonésienne vers 1900, un travail qu'elle avait poussé son ami Louis-Charles Damé à réaliser et dont elle rédigea elle-même l'introduction et les notes, confirmant ainsi son intérêt pour le rôle des femmes dans l'histoire de l'Indonésie. Jacques Faublet la décrit comme une féministe ardente et convaincue. Selon lui, donc je cite, « Le goût de l'indépendance de Jeanne Cuisinier, sa réserve et son caractère entier ont empêché qu'elle jouisse en France de la pleine audience que ses travaux auraient dû acquérir. » C'est là un aveu bien déroutant de la part de ce collègue et ami. Donc Jeanne Cuisinier ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant, laissant apparaître la figure d'une femme émancipée et consacrant son existence à ses passions et à sa carrière. Avant son décès survenu en 1964, elle était une nouvelle fois invitée à enseigner l'ethnologie à l'université de Madagascar cette fois. Son parcours paraît presque comme un négatif de celui d'autres pionnières de l'ethnologie française, en particulier de celui de Denise Polm, qui a mis un point d'honneur à garder ses distances vis-à-vis de la politique et de la littérature, malgré sa passion, malgré ses engagements. L'on serait presque tenté de dire qu'elle a tout fait à l'envers, allant à l'encontre des injonctions qui tenaient ces ethnologues féminines, éloignées de la sphère politique, de la scène artistique, des combats féministes au nom d'une prétendue rigueur scientifique. Malgré l'accueil bienveillant que le docteur Paul Rivet et ses collègues ont réservé aux femmes dans l'ethnologie, il n'en reste pas moins que l'on attendait d'elle une certaine posture, un profil discret, efficace, à l'inverse des hommes qui sûrement jouissaient d'une plus grande liberté d'être et d'agir. Reste l'hypothèse que Jeanne Cuisinier, comme bien d'autres, n'a jamais vraiment souhaité s'inscrire dans une carrière académique, préférant l'expérience du terrain. Et je cède donc la parole à Agnès Fine qui va nous parler de cette tendance féminine à travers le parcours d'une autre ethnologue. Si j'ai choisi de présenter l'itinéraire intellectuel de Claudine Vidal, africaniste et féministe, c'est qui appartient à la génération qui a suivi celle de Denise Polm, dont Marianne Lemaire vient de vous parler, c'est qu'une initiative importante les relie l'une à l'autre, au-delà des 30 ans qui les séparent. La première, Denise Polm, a dirigé le premier livre collectif d'ethnologie paru en 1960, intitulé « Femmes d'Afrique noire », auquel n'ont contribué que des femmes. 17 ans après, Claudine Vidal a dirigé un numéro des Cahiers d'études africaines réunissant exclusivement 9 contributions d'auteurs féminines et portant également sur la thématique des femmes africaines. Pourquoi ont-elles cru nécessaire, l'une et l'autre, de solliciter des collègues femmes pour publier ensemble des travaux sur les femmes africaines? La continuité entre les deux initiatives ne fait pas de doute, car c'est un texte de Denise Polm qui ouvre le numéro thématique de 1977. Bien que la plus jeune, Claudine Vidal, n'ait jamais été une élève de la première, Denise Polm, les deux chercheuses étaient amies, se voyaient fréquemment et s'estimaient l'une l'autre. Au moment où Claudine Vidal se prépare à devenir chercheuse, le contexte social, politique et institutionnel dans lequel les femmes intellectuelles évoluent a beaucoup changé depuis l'époque des pionnières de la discipline. Sur le plan politique, le marxisme militant, les luttes anticapitalistes constituent un horizon politique assez partagé par les milieux intellectuels et étudiants, en particulier par les étudiants en sciences sociales. C'est dans ce contexte national et international qu'adviennent mai 68 l'émergence des groupes d'extrême gauche marxistes, puis le mouvement féministe. Elle-même milite de manière très active au sein du mouvement maoïste, la gauche prolétarienne. Le féminisme, mouvement neuf dans ses moyens d'action, ne laisse aucune étudiante indifférente, bien entendu, et certainement pas Claudine Vidal, qui dit avoir tout suivi et avoir toujours été féministe dans sa pratique et d'abord dans ses refus. Sur le plan des institutions de recherche, les possibilités de carrière sont aussi beaucoup plus ouvertes aux femmes qu'à l'époque de Denise Polm. Dans les années 60-70, l'université, le CNRS, l'Orstom,
l'Office de recherche sur les territoires d'outre-mer, recrute de nombreux chercheurs. Les femmes en constituent environ le tiers. Claudine Vidal entre comme cadre technique à l'Orstom, qui est devenu maintenant l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, en 1965. Et 2 ans plus tard, en 1967, elle intègre assez facilement le CNRS. La publication de Collectif de 1977 exprime un engagement féministe dont on peut se demander en quoi il a déterminé sa vie privée, ses choix de formation et de carrière, son rapport au terrain et les thématiques de ses recherches. Telles sont les questions que je voudrais éclairer en examinant son parcours jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 1977. Mes sources consistent essentiellement en un entretien avec elle que j'ai eu pendant plus de 2 heures en 2011. Et bien sûr, chaque vie est singulière et je ne prétends pas que celle-ci soit représentative de celle des femmes chercheuses, ethnologues ou sociologues de cette époque, mais elle est exemplaire en ce qu'elle témoigne de questions, de positions, de choix que l'on retrouve dans d'autres itinéraires féminins, attestant ainsi des liens inextricables et réciproques entre la vie et l'œuvre des chercheuses. Intéressons-nous d'abord donc au début de sa carrière de sociologue de l'Afrique. C'est ainsi en effet qu'elle se définit, fidèle en cela au choix théorique de Georges Balandier, qui récusait donc le qualificatif d'ethnologue aux connotations jugées passéistes et culturalistes. Donc, à la fin des années 50, elle découvre avec enthousiasme la sociologie africaine à la Sorbonne, puis elle a la chance de faire des vacations pour Georges Balandier, dont elle souligne le rôle déterminant dans sa carrière. Il favorise son intégration dans son laboratoire, à l'Orstom, puis au CNRS. Comme elle le reconnaît volontiers, la compétition est alors moins dure à l'époque qu'aujourd'hui. Elle a donc un mentor exceptionnel, ce qui constituerait, semble-t-il, un des facteurs déterminants pour favoriser la carrière des jeunes chercheurs, dont jouiraient moins souvent les jeunes femmes que leurs homologues masculins, d'après mes lectures de sociologue. Elle se trouve donc dans des conditions optimales pour s'engager dans sa carrière d'africaniste. En 1967, elle part au Rwanda, dans le cadre d'un programme international dans lequel son laboratoire est impliqué pour travailler sur les relations de clientèle dans la région des Grands Lacs. Là, elle est obligée, me dit-elle, de forcer un peu la main de son patron, Balandier, qui ne voit pas d'un très bon œil de la laisser partir toute seule. Elle me dit, il n'y avait pas de filles. Pour aller sur le terrain, j'étais parmi les premières filles. Pourtant, dès les années 30, plusieurs jeunes femmes, en particulier les élèves de Moss, ont été financées, on vient de vous le dire, pour partir travailler sur le terrain. Cette pratique aurait été-elle moins fréquente après la guerre et dans les années 50-60 ? Il faudrait s'en assurer. Je ne pense pas que ça ait été étudié jusqu'à maintenant. Et si oui, se demander pourquoi. Peut-être Georges Balandier craint-il pour elle une excessive solitude. Le fait est qu'il lui propose de rejoindre ses collègues masculins en Afrique de l'Ouest, leur terrain de prédilection, ce qu'elle refuse catégoriquement, préférant au contraire se retrouver loin d'eux pour s'épanouir plus librement. On retrouve là une manière assez féminine de se soustraire à la compétition masculine que Sophie Lenry, en sociologue, relève dans son étude sur les femmes universitaires de Paris 7, qui auraient tendance, comme les historiennes, paraît-il aussi, d'après d'autres études, à s'engager dans des voies de recherche nouvelles ou marginales. En outre, et c'est un point qu'il faut souligner, elle décide de choisir un terrain indépendant de celui de son compagnon, pourtant africaniste lui aussi. Tandis qu'elle part au Rwanda, il se rend dans les Aurès en Algérie. Bien sûr, il arrive qu'ils se retrouvent sur leurs terrains respectifs et s'entraident dans leurs enquêtes, d'autant que leurs séjours sur place sont longs. Quand son compagnon la rejoint au Rwanda, c'est elle qui dirige le travail d'enquête, le sien propre et celui de son compagnon. Elle m'explique, je lui ai dit de faire ceci, cela. Les situations sont réversibles, chacun des membres du couple développant ainsi ses propres thématiques. Je la cite, « J'ai fait ce que j'ai voulu, comme j'ai voulu, j'ai recruté mes interprètes, j'ai été tout à fait libre. Ça a été un terrain magnifique. » Elle publie très rapidement plusieurs articles et dès 1968, un numéro spécial des Cahiers d'études africaines paraît sur les relations de clientèle, ce qui la fait reconnaître assez rapidement comme une spécialiste incontestée du Rwanda. Son refus de l'élitisme et de la compétition qui lui avait fait abandonner la préparation des concours à l'issue de sa cagne, parce qu'elle m'explique qu'elle a pendant 3 ans arrêté ses études pour faire des expérimentations artistiques avant de se replonger dans les études universitaires.
Ainsi se désintéresse-t-elle sciemment des disputes théoriques suivies de ruptures qui caractérisaient le milieu masculin des africanistes de son laboratoire. Marc Auger, Claude Meillassoux, Emmanuel Terré, etc. C'était des débats entre structuralistes et marxistes, et qui ont engendré des luttes de pouvoir. De même qu'elle n'entre pas en compétition avec eux pour prendre la direction du laboratoire, ce qui lui permet de privilégier les bonnes relations. Je la cite. « Je me suis retrouvée libre comme l'air au Rwanda, à faire une recherche qui me passionnait, avec un patron qui, du moment que le travail arrivait, était bienveillant. Et étant donné que je n'avais aucune ambition institutionnelle, j'insiste là-dessus, je n'avais pas à me battre, à entrer dans des bagarres de pouvoir. Je pouvais travailler sur le terrain, prendre le temps de rédiger, lire ce qui me plaisait, voilà. Au CNRS, j'ai attendu tranquillement mon tour pour être élue directrice. Les rivalités de notoriété, c'était absolument terrible. C'est le pire, je crois, ça, le pire. Et ça, c'est peut-être parce que j'ai été élevée de manière différente. J'ai vraiment été tout à fait insensible à ça. Du moment que je faisais ce que je voulais, que j'éditais quand je voulais, où je voulais. Cette distance à l'égard de la recherche de notoriété, qu'elle met en relation avec son éducation et ses engagements, elle la défend même face à son maître et ami, Ballandier, qui lui conseille à une certaine époque de se désengager de l'étude de l'Afrique pour aller sur un autre terrain, pour mieux garantir sa notoriété et sa carrière. Et elle refuse catégoriquement en disant que la notoriété, elle n'en a rien à faire. Ce qui étonne énormément Georges Ballandier. Le refus des grandes théories et des luttes de pouvoir, le désintérêt face à la recherche de notoriété, l'absence d'ambition institutionnelle sont des traits partagés par la majorité des femmes chercheuses, comme l'ont montré nos collègues sociologues, qui se sont intéressés aux plafonds de verre, plafonds de fer, ciel de plomb, etc. Pour expliquer ce phénomène, des facteurs internes et des facteurs externes ont été mis en évidence. Les facteurs externes tiennent au modèle masculin qui irrigue de manière insidieuse et invisible les institutions, impliquant une série de menus obstacles à la promotion des femmes, jugées moins disponibles, moins engagées dans leur travail que leurs homologues masculins. Cela, même si objectivement, d'après ce que j'ai lu, leurs tâches familiales ne les ont pas véritablement handicapées. Les facteurs internes renvoient à la socialisation des filles depuis l'enfance qui développerait chez elles une tendance à la modestie, voire à l'autodépréciation, un manque d'ambition et de manière générale une aversion pour toute forme de compétition, à l'inverse des garçons socialisés très tôt à ce type de fonctionnement, en particulier avec la pratique sportive. Ainsi s'expliquerait par exemple le fait que les femmes chercheuses au CNRS tardent à candidater pour les promotions. Je cite donc les sociologues que j'ai lus, qu'elles préfèrent le travail collectif aux travaux personnels, qu'elles délaissent les lieux de mise en valeur de leurs recherches, les colloques, etc. Cette analyse est sans doute vraie, mais elle ne distingue pas assez, me semble-t-il, le manque de confiance en soi d'un côté, le manque d'ambition institutionnelle de l'autre, que l'on relie trop souvent l'un à l'autre dans un rapport de causalité. Le parcours de Claudine Vidal nous oblige à analyser précisément ce qu'on entend par manque d'ambition institutionnelle, qui, dans son cas, n'a rien à voir avec une quelconque autodépréciation. Elle-même pense n'avoir pas manqué de confiance en soi, je lui ai posé la question. Elle explique par la bienveillance paternelle de Ballandier à son égard, qui lui a toujours accordé sa confiance et son amitié. Un père de fille, selon ses propres termes, qui a pris le relais de son propre père, un père aimant. Or, plusieurs études ont mis en évidence le rôle privilégié de l'estime des pères pour leurs filles dans leur réussite intellectuelle. Et il est possible qu'elle en ait doublement bénéficié. Si le manque d'ambition professionnelle, institutionnelle, peut être lié pour une partie des femmes intellectuelles à une autodépréciation ou à un sentiment d'illégitimité, il peut aussi avoir une toute autre signification. En raison des responsabilités familiales assumées encore majoritairement par les femmes, elles manquent cruellement de temps et font donc les choix les moins coûteux sur le plan personnel. Les travaux sur les carrières des chercheuses ont mis en évidence les difficultés propres à ces métiers qui tiennent moins à la simple articulation des horaires de travail et de garde des enfants qu'à un conflit plus existentiel. Dans leur étude sur les chercheuses en biologie, Catherine Marie et Irène Jonas, par exemple, n'hésitent pas à analyser ce conflit en termes de passion contradictoire, la passion pour leur métier, qui suppose une disponibilité mentale, et leur métier de mère, deux passions difficiles à concilier. Si ce conflit entraîne parfois des abandons douloureux en termes de désirs familiaux ou d'ambition de recherche, a fortiori de désir de promotion, le choix du cumul de ces deux passions affirme également le désir de se construire une vie qui va à l'essentiel, éprouver à la fois les joies de la recherche et celles d'avoir des enfants, en évitant par exemple les tâches administratives trop lourdes comme celles d'une direction de laboratoire.
Ce conflit, Claudine Vidal ne le connaît pas et n'en a pas voulu, car après avoir rencontré dans son laboratoire son compagnon, avec lequel elle vit en couple depuis, tous deux refusent de vivre une vie familiale classique avec mariage et enfants, ce qui leur est apparu sans doute comme une condition nécessaire pour exercer pleinement leur métier d'africaniste de terrain. Son refus de l'ambition et de la compétition n'est donc imputable ni à sa socialisation féminine dans l'enfance, ni au choix contraint et réaliste de la chercheuse chargée de famille qu'elle n'est pas. Il me paraît plutôt le signe d'une autre socialisation secondaire, pour reprendre la typologie de Berger-Luckmann, opérée dans le cadre des mouvements politiques et féministes pendant les années de militantisme. Ces derniers affirmaient le caractère politique du privé, refusaient la hiérarchie au sein des groupes militants, critiquaient l'individualisme et la compétition et privilégiaient systématiquement le collectif. Cet idéal demeure en dépit de l'effondrement des espoirs de changement total de la société. On comprend aisément que parmi les anciennes militantes devenues chercheuses, qui étaient les deux, la position de chef, la direction de laboratoire n'est jamais constituée en soi un idéal dans leur promotion, à atteindre, même si elles ont probablement payé ce choix de quelques années de retard dans leur promotion. Ces femmes ont préféré, en toute connaissance de cause, donner la priorité à leur terrain, à leur recherche, à leur publication, car ce sont des activités qui leur donnaient le plus de satisfaction intellectuelle et morale, une ambition professionnelle passant avant la position de première sur le plan institutionnel. Il semblerait que ce modèle de carrière qualifié d'académique ou de professionnel par le rapport des sociologues qui a été rédigé pour le ministère de la Recherche en 2006 soit celui le plus fréquemment choisi par les chercheuses, se distinguant ainsi des modèles plus masculins correspondant à je cite, une trajectoire organisationnelle qui mêle production scientifique et activité d'encadrement, de projet et surtout d'équipe. C'est le premier qu'a privilégié Claudine Vidal, dont les propos expriment un ethos d'épanouissement personnel, ne pouvant pas être analysé comme le signe d'un manque d'ambition ou absence de sentiment de légitimité. Ils sont plutôt le signe de l'affirmation souveraine de sa liberté. Cet élément mettant en évidence une forme d'agency, comme on dit, des femmes, ne serait-il pas sous-estimé dans les analyses sociologiques qui tendent à expliquer le processus du plafond de verre des femmes chercheuses? C'est une question pour ouvrir le débat tout à l'heure. En 2 minutes, il faut que je vous... Oui, 3 minutes. Sur les femmes et sur les rapports sociaux de sexe, Claudine Vidal a plusieurs expériences de terrain contrastées, 2 négatives au Rwanda et en Algérie, et une autre très positive en Côte d'Ivoire. À Abidjan, où me dit-elle, elle tombe sur un monde féminin complètement autonome, vindicatif. J'ai travaillé avec ces femmes sur les rapports sociaux de sexe et j'ai vu qu'avec l'Afrique de l'Ouest, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Elle fait ici allusion donc au fameux numéro thématique des cahiers d'études africaines intitulé « Des femmes sur l'Afrique des femmes ». La première contribution de ce numéro est signée Denise Paul, qui évoque les souvenirs de son premier terrain à Sanga, chez les Dogon, donc en 1935, et dans laquelle elle exprime son regret de n'avoir pas travaillé avec les femmes. Tout à l'heure, Marianne vous en a parlé. L'expression publique de ce rejet légitime totalement l'ambition du numéro. Il s'agit de tenter de mieux connaître le monde féminin africain. Les 8 autres contributions, écrites en anglais ou en français, portent chacune sur des sociétés différentes, Kenya, Côte d'Ivoire, Sénégal, Rwanda, Ghana, du monde rural, mais aussi et surtout du monde africain urbain. Elles sont très différentes, mais leur point commun, c'est d'essayer d'articuler rapports de classe et rapports sociaux de sexe à partir d'une ethnographie riche et précise de la vie des femmes africaines. Plusieurs articles analysent les rapports de domination entre hommes et femmes, dans le couple, hors du couple, etc., la manière dont les femmes se défendent, y compris en adoptant un statut de maîtresse, par exemple, ou de prostituée occasionnelle. Le titre de la contribution de Claudine Vidal, « Guerre des sexes à Abidjan, masculin-féminin, CFA », résume on ne peut mieux l'orientation théorique du texte, mettant l'accent sur l'exploitation économique et sexuelle des femmes hors et dans le cadre conjugal. Si cette problématique est aujourd'hui totalement légitime, elle ne l'était absolument pas en 1977, et les premières chercheuses qui l'ont adoptée ont été souvent mal perçues par l'establishment des chercheurs, comme le montrent les remarques, se voulant humoristiques, qui ont accompagné la préparation et la publication du numéro. À quand le numéro sur les salopes, ou bien après les femmes, un numéro sur les homosexuels, ça ne passait pas.
Il ne s'agissait pas du tout d'une offensive politico-sexuelle, me dit-elle, mais le numéro a été perçu comme tel. L'avant-propos est écrit à la première personne par Claudine Vidal, qui assume ainsi publiquement et fièrement sa responsabilité dans l'aventure, et en particulier son orientation théorique et thématique par rapport aux objets consacrés par la discipline ethnologique, le politique, le religieux, les structures de parenté. Elle fait le choix d'une ethnologie des destins infimes, je la cite, de ce que d'aucuns considèrent comme des objets de recherche pas sérieux, le couple, le mariage, la sexualité, les rapports conjugaux, la prostitution. Le dossier thématique est suivi d'un texte ironique et fantaisiste signé Gertrude, groupe d'études et de recherche théoriques sur les recherches universitaires et les diplômes d'État. Écrit comme un conte philosophique voltairien, il met en scène ce groupe, Gertrude, cherchant à résoudre une difficile question, celle de la production sexuée des connaissances dans la recherche africaniste. Pour avoir une réponse légitime à cette grande question, Gertrude va consulter plusieurs éminents théoriciens. Le premier lui suggère d'analyser les préfaces des thèses, dans lesquelles les anthropologues remercient leurs femmes pour tout le travail qu'elles ont accompli avec eux sur le terrain. La délégation rend ensuite visite tour à tour aux autres, chacun répondant dans le langage théorique de sa discipline en termes sophistiqués. L'un d'eux met en évidence l'opération qui se joue au sein de couples d'ethnologues mariés sur le terrain. Le mari signe seul, le travail réalisé à deux. Laissant libre cours à sa verve décapante, Claudine Vidal, l'auteur de ce texte, brocarde dans un même élan les codes langagiers abscons des théoriciens admirés de sa génération. On reconnaît Foucault, Lévi-Strauss, Althusser, Barthes et Lacan. Et la vérité dérangeante de ces préfaces, exprimée de manière éblouissante par l'académicien, en fait c'est Lévi-Strauss, remercier signifiait au sens propre exprimer sa gratitude, mais au sens figuré signifiait congédier, destituer. Dans l'intimité du couple, les hommes expriment de la reconnaissance dans le monde de la culture, ils congédient. Le numéro a un grand succès, il est rapidement épuisé, il a été réédité à la grande satisfaction, j'ai fini, de son initiatrice. Il a marqué l'histoire intellectuelle africaniste de deux manières, en réunissant tous les travaux de terrain menés par des ethnologues françaises et étrangères avec des femmes. Il a montré tout l'intérêt d'articuler l'analyse des rapports sociaux de classe et de sexe pour comprendre une société. Et en ce sens, il a fait avancer la sociologie africaniste en intégrant enfin la dimension du genre, qui était intégrée à l'étranger, mais pas en France. Dans le même temps, en réunissant exclusivement des textes de femmes, il a mis au jour leur importance et leur compétence dans la production des connaissances et a contribué à rompre avec la tradition de leur effacement, en particulier sous l'effet de quelques remerciements de préface. Merci beaucoup Agnès, merci beaucoup à vous trois pour ce qui est plus qu'un panorama, je crois vraiment une plongée dans une discipline pour comprendre comment à la fois l'originalité de sa genèse avec le musée et l'Institut lui permet de se développer finalement à côté ou en parallèle de l'université, et ensuite comment au fur et à mesure de la légitimation ces femmes jouent un rôle essentiel, où je crois le terrain a une place finalement considérable comme facteur de légitimation. C'est peut-être ça la particularité par rapport à cette discipline. C'est sur le terrain finalement qu'on voit l'ethnologue, quel que soit son sexe, que ce soit un homme ou une femme. Et c'est vrai qu'en histoire, l'archive ne joue pas ce rôle-là, en tout cas ne l'a pas joué jusqu'à présent.